Nous sommes de retour en direct dans cette émission du 28 novembre 2024 du live de TV Finance. Je vous remercie beaucoup pour votre fidélité. Désormais, comme annoncé, il est l'heure de retrouver sur le plateau de TV Finance pour notre page économique Julien Chevalier. Bonjour Julien. Bonjour. Merci Julien d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes économiste avec nous très régulièrement pour parler de l'actualité économique. Aujourd'hui, deux thèmes principaux. On verra si on a le temps d'en aborder un troisième, et deux thèmes principaux. Le programme économique de Donald Trump, l'émergence les nouveaux marchés émergents, potentiellement nouveau terrain de jeu des financiers. On va voir ça dans un instant. Juste avant, je rappelle que Donald Trump a été élu pour un second mandat non consécutif, ce qui est une première dans l'histoire des États-Unis, et que la mise en œuvre de son programme économique pourrait entraîner des bouleversements majeurs de l'économie mondiale. Vous pouvez nous expliquer pourquoi? Trump, finalement, c'est une forme à la fois de résistance par rapport au monde d'hier, un monde dominé par les États-Unis, mais c'est aussi, en quelque sorte, un changement complet par rapport au monde d'hier, par le fait qu'il y a une politique protectionniste qui est mise en place. C'est en quelque sorte, il base sa stratégie sur trois leviers, des baisses d'impôts assez importantes, des déréglementations très fortes aussi, des tarifs douaniers en hausse. On l'a vu avec la Chine, avec le Mexique, avec les pays européens, certainement, le Canada. Il y aura aussi sur l'industrie automobile européenne. Donc c'est une politique protectionniste très forte. C'est en quelque sorte la domination américaine qui est encore là et qui souhaite imposer. Finalement, sa politique est à l'image un peu en quelque sorte du président, à savoir assez combative, exactement, et tournée vers la compétition. Ouais. Il y a aussi un soutien très fort, non seulement à l'industrie, par les baisses d'impôts, mais aussi au secteur financier, par les déréglementations successives qui vont profiter au secteur financier. On l'a vu dès le lendemain de l'élection de Trump, finalement, il y a une très forte envolée des marchés, des actifs à court terme, du Bitcoin aussi, puisqu'il a dit qu'il voulait faire des États-Unis la première place mondiale pour les crypto-monnaies. Donc finalement, c'est à la fois une résistance avec le monde d'hier, dans le sens où la domination américaine va rester présente encore pour quelques moments, et c'est l'objectif de Donald Trump, mais à la fois c'est un changement auquel tous les pays du monde doivent s'adapter par rapport à un monde en mutation. La démondialisation, c'est un peu en quelque sorte le fardeau de l'époque actuelle. Le fardeau de l'époque actuelle, effectivement, la régionalisation du monde, la régionalisation des économies. On a vu effectivement, au lendemain de la victoire de Donald Trump, que seuls les marchés américains étaient dans le vert. Tous les autres marchés mondiaux ont fini dans le rouge, les investisseurs modélisant l'impact de ces hausses de taux sur leurs économies locales. On peut citer l'Allemagne, moins 180 milliards jusqu'en 2028 de perte de PIB. La France serait peut-être plus épargnée. La France, j'ai vu ça, si j'ai bien compris, c'est plus un jeu à 3 barres-ci, France, États-Unis, Chine. Nous, on perdrait que 0,1% de croissance, qui n'est pas... La France, on verra comment elle sera impactée par les élections américaines, mais ce qu'on est sûr, c'est qu'aujourd'hui, la France est dans une situation très compliquée. C'est vrai, très compliquée. Ah oui, d'un point de vue politique. On l'a vu hier, notamment d'un point de vue politique. On l'a vu hier par rapport aux annonces de Michel Barnier par rapport à des futures taxations possibles, mais surtout le fait qu'aujourd'hui, la France emprunte à un taux plus important que la Grèce. C'est quand même assez impressionnant. Il y a 4 ans, la Grèce avait une dette sur le PIB de 200%, un taux de chômage à plus de 17%. Aujourd'hui, la France emprunte à des taux plus élevés que la Grèce. Donc la France est jugée par les marchés plus risquée que la Grèce. Exactement. Même si ça a été un épiphénomène quand même, je crois. L'écart, c'est très symbolique. C'est plus symbolique. Bien sûr, c'est lié au contexte politique, c'est lié à d'autres phénomènes, mais avec une dette de 3 000 milliards, un déficit à 6%, la France se trouve dans une situation très compliquée. Catastrophique. C'est le mot que vous employez, Julien. On va retourner sur l'actualité américaine. Qu'est-ce que la Fed peut faire? Elle a encore rappelé qu'elle serait indépendante. Pour autant, on sait que Trump, lors de son premier mandat, avait tenté d'évincer Jérôme Powell de son siège de président. Du coup, par la force des choses, est-ce qu'il y a un risque également à cet endroit-là? Il y a un risque parce que le programme économique de Trump va aussi coûter très cher. C'est estimé environ à 8 000 milliards de dollars sur 10 ans. La dette américaine aujourd'hui atteint 36 000 milliards de dollars. 36 000 milliards de dollars. Je pense que personne n'arrive à se rendre compte du chiffre, d'autant que dans les 4 dernières années, elle a augmenté de 12 000 milliards. C'est plus que dans les 120 dernières années des États-Unis. C'est impressionnant, tous les jours. La dette américaine s'emballe dans une trajectoire exponentielle. Et donc finalement, ce coût extrêmement cher va entraîner forcément un bras de fer avec la Réserve fédérale, avec la Fed, puisque Donald Trump aussi est prêt en quelque sorte à ce bras de fer, puisqu'il avait remis en cause aussi l'indépendance de la Banque centrale, qui est quand même une fondation historique des banques centrales, qui remonte à aujourd'hui plusieurs décennies. Il y a aussi un bras de fer qui peut s'orchestrer avec le Congrès, notamment sur le plafond de la dette américaine, puisqu'il est sans cesse relevé, mais c'est de plus en plus un enjeu politique. Donc évidemment, il y aura quelque chose, il y aura des mouvements de ce point de vue-là, et Trump entend bien aussi faire en sorte à ce que le président en 2026, à la succession de Jérôme Powell, soit en faveur de son programme.
soit en faveur de son programme. Est-ce que, comme on le dit réellement, il y a un risque inflationniste énorme issu de ce programme-là? Il y a un risque inflationniste à court terme qui est évident. C'est lié aux tarifs douaniers, c'est lié au fait que tous les produits étrangers vont se renchérir. Après, le risque à long terme, tout dépend aussi de la politique de la Fed. C'est vraiment l'essentiel. C'est à quel point elle maintiendra une politique monétaire restrictive avec des hausses de taux d'intérêt. Aujourd'hui, elle diminue plus faiblement ses taux d'intérêt que les pays étrangers, notamment en Europe, notamment par rapport à la BCE. Et c'est aussi lié au fait que les États-Unis veulent faire entrer des capitaux dans leur pays parce qu'il y a aujourd'hui une dédollarisation assez progressive qui s'instaure et ils sont obligés, pour maintenir un dollar assez fort, faire en sorte à ce que les capitaux étrangers viennent. Donc c'est aussi la politique américaine menée. C'est une politique de domination, une politique qui s'inscrit dans le monde d'hier, qui est donc à la fois une forme de résistance et à la fois une forme de changement pour s'y adapter. Pour s'y adapter, juste avant de basculer sur cette notion de changement, de nouveau paradigme géostratégique, géopolitique, géoéconomique, comment est-ce que les différentes économies mondiales peuvent se préparer à ces changements à venir? C'est très compliqué, ça dépend de leur potentiel de croissance, leur potentiel de croissance, leur source de financement possible. Aujourd'hui, on voit dans les pays émergents qu'il y a des potentiels de croissance très forts parce qu'il y a des niveaux de dette qui sont assez faibles. C'est des pays aussi qui jouent sur des coûts énergétiques assez faibles. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de rare dans le monde actuel, dans un monde dominé par des prix de l'énergie qui sont malgré tout assez forts. Il y a aussi un faible coût de la main-d'œuvre dans de nombreux pays émergents. Donc ça dépend de leur potentiel, à quel point ils arrivent à attirer des capitaux étrangers. Et on le voit aujourd'hui dans beaucoup de pays d'Asie. Il y a certains pays d'Asie qu'on pourrait appeler les nouveaux dragons asiatiques, en quelque sorte. J'avais publié une tribune dans Or.fr à ce sujet-là, par rapport à de nouveaux pays qui sont notamment le Vietnam, les Philippines, Taïwan, l'Indonésie, l'Indonésie, la Malaisie. Ça, ce sont les nouveaux dragons asiatiques. Donc. Ça, ce sont les 4 nouveaux dragons asiatiques, les Philippines, Thaïlande, Malaisie et le Vietnam, parce que c'est des pays qui jouent sur un faible coût de la main-d'œuvre. C'est en quelque sorte les nouveaux ateliers du monde par rapport à la Chine qui elle, l'incarnait il y a 20 ans. Et c'est des pays qui, du coup, font entrer beaucoup de capitaux et qui ont des potentiels de croissance et de dette très forts. Et évidemment, on comprend bien que de toute façon, il va y avoir des mouvements de relocalisation des entreprises américaines présentes sur le sol chinois vers d'autres pays. Je crois, alors vous me citez les 4 nouveaux dragons, je crois que l'Inde aussi pourrait également profiter de ces mouvements-là. Par la force des choses, donc, le mois dernier, à Kazan, se réunissaient en sommet les BRICS qui valident de plus en plus un monde multipolarisé, un monde régionalisé. Est-ce que c'est source d'investissement intéressant pour les financiers? Bien sûr, c'est des sources d'investissement intéressants parce que c'est aussi des pays qui ont une politique de taxation assez faible pour faire entrer des capitaux. Ils ont des incitations fiscales très fortes, notamment sur les entreprises. Il y a des exonérations fiscales généralement au moment de la création d'entreprises dans ces pays-là. Finalement, en fait, ce qu'il faut vraiment voir, c'est le fait que c'est des pays qui ont beaucoup de potentiel de croissance, beaucoup de potentiel de sources de financement. On l'a vu récemment dans une déclaration du président indonésien qui disait qu'il voulait atteindre une croissance à 8% du PIB. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est un peu en dessous, autour de 6. Il a une dette, et le pays a une dette aujourd'hui de 39% du PIB. Il est prêt à la relever à 50%. À partir de là, on peut comprendre assez vite. La croissance est assez consubstantielle à la dette. Et donc, évidemment, avec des niveaux de dette très faibles, il y a des potentiels de croissance très forts et donc des sources d'investissement possibles. Des sources d'investissement possibles, intéressant. Donc vous nous dites les quatre nouveaux dragons, vous à regarder de très près. Le marché indien éventuellement aussi. Le marché indien éventuellement, mais l'Inde aujourd'hui n'est plus un pays émergent. C'est un pays qui aujourd'hui qui se développe très rapidement avec un PIB par habitant qui est en augmentation. Donc naturellement, c'est un pays qui n'est pas considéré au même titre que les autres. Et c'est un pays qui pèse beaucoup sur la scène internationale, mais qui joue un entre-deux depuis très longtemps, à la fois du côté des BRICS, à la fois par le fait que non seulement ses relations diplomatiques, mais aussi économiques et politiques, sont très forts avec l'Occident. Avec l'Occident, avec les États-Unis notamment, l'Inde qui est en train de mettre en place des mesures pour favoriser le retour, c'est des mesures de défiscalisation pour inciter les entreprises américaines à venir sur son sol. Donc, exactement. Il n'y a pas de souci. On a parlé des nouveaux pays émergents, on va revenir sur l'Europe. L'Europe, alors il y a quelques semaines, Mario Draghi préconisait dans un rapport qu'il fallait que l'Europe investisse plus de 800 milliards pour de nouveau retrouver un niveau de compétitivité suffisant. Selon vous, le retour de l'Europe sur la scène internationale passe uniquement par une renaissance de son tissu industriel? Finalement, l'Europe aujourd'hui est dans une situation extrêmement délicate par rapport au monde qui est en train de s'ouvrir, par le fait que l'Europe n'a pas de programme
d'avenir. L'Europe, finalement, aujourd'hui, fait face à toutes ces difficultés, que ce soit le problème d'harmonisation fiscale, budgétaire, le fait que les pays européens n'aient pas une fiscalité commune, un budget commun réellement important, assez suffisant. Et aujourd'hui, l'Europe est confrontée à ça. Elle est aussi confrontée à ces fragilités politiques, au fait qu'il y ait 27 pays qui ont des ambitions différentes, au fait que l'euro aujourd'hui soit de plus en plus faible. Naturellement, c'est pour relancer la compétitivité européenne, c'est pour diminuer aussi les dettes à l'échelle européenne, mais par la force des choses, ça entraîne beaucoup de conséquences secondaires. L'Europe, finalement, va avoir du mal dans le monde de demain. Elle a des investissements nécessaires, 800 milliards d'euros, comme vous le disiez, aussi bien pour l'industrie que pour d'autres pays. Dans une tribune au Monde récemment, j'en parlais sur les leviers possibles qui étaient activables à l'échelle européenne. Aujourd'hui, on parle d'idées de taxation, d'idées de subvention, quelles mesures, mais en vérité, avec des dettes très fortes, avec une situation financière comme telle, c'est extrêmement compliqué de trouver des solutions de financement qui soient pérennes, et ça passe notamment par les instruments monétaires. La monnaie libre de dette, c'est une solution qui est aujourd'hui peu employée et peu débattue dans le monde politique. C'est quoi exactement? Vous pouvez nous donner une définition claire de ce que c'est que la monnaie libre de dette? C'est simple, aujourd'hui toute monnaie est créée par de la dette. Quand une personne octroie un crédit, prend un crédit à la banque, à ce moment-là la banque n'a pas les fonds suffisants et elle crée de l'argent à partir de rien, elle crée de la dette. Aujourd'hui toute la monnaie est créée par la dette. C'est si vrai que si aujourd'hui on remboursait toutes les dettes, il n'y aurait plus aucune monnaie en circulation. Donc la monnaie libre de dette, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'investir dans des programmes qui ne sont pas forcément rentables, parce qu'il y a quelque chose très important, c'est que la dette impose forcément une logique de rentabilité, puisqu'elle oblige le remboursement des intérêts contractés. Donc la monnaie libre de dette permet non seulement d'investir dans des projets peu rentables, mais elle permet aussi en quelque sorte d'opérer un désendettement dans le même temps. C'est un objectif européen, et donc ça serait une solution plus qu'envisageable. C'est ensuite à débattre à l'échelle nationale et européenne. Et européenne, est-ce que ce projet dont tout le monde parle actuellement, tous les grands pontes de l'économie européenne parlent de l'union de marché des capitaux, est-ce que ça rentre dans le cadre de cette monnaie libre de dette, et est-ce que selon vous ça pourrait être une solution pour aller chercher du financement ailleurs qu'en créant du papier? Non, c'est une mesure qui doit être complètement dégagée, et dégagée dans le sens où elle doit être pensée autrement. La monnaie libre de dette, c'est forcément à l'échelle de la Banque centrale européenne aujourd'hui. Ça pourrait aussi se faire à l'échelle nationale, mais dans ce cas-là, on aurait une fracture de la zone euro. Donc ce serait une mesure qui s'opérerait en tout cas de manière complètement différente, puisqu'elle n'a rien à voir avec ce qui a été fait par le passé, et en tout cas dans les 50 et 100 dernières années. Globalement, en gros, ça équivaut à ponctionner l'épargne des ménages européens, et les redistribuer dans le tissu économique réel. Exactement, mais est-ce que ce serait vraiment pour l'investissement productif, ou alors que ce serait plutôt stagner dans les marchés, qui ne bougerait plus? C'est la grande question, parce qu'aujourd'hui on sait qu'il y a une vraie déconnexion qui s'opère entre à la fois l'économie réelle et les marchés. Donc de ce point de vue-là, on n'a aucune certitude. Et ça, on n'a aucune certitude, il n'y a pas une réglementation qui pourrait être mise en place et qui imposerait que ce flux d'argent soit redirigé vers l'économie réelle? J'ai pas de chiffres ni de... D'accord, ok. Claire, merci beaucoup. Julien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie, Julien Chevalier. Vous êtes économiste avec nous régulièrement sur le plateau TV Finance, et je vous remercie beaucoup de nous apporter vos éclairages sur un monde qui se complexifie de plus en plus, mais en tout cas c'est passionnant de le suivre de très près et d'essayer de le comprendre. On marque une courte page de publicité de notre côté. On se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition du 28 novembre. À tout de suite sur TV Finance.